En RDC, entre 1 et 4 personnes ont été tuées ce mercredi lors de nouvelles violences entre la police et les partisans de l'opposant Martin Fayulu. C'était en marge de la campagne du candidat dans un fief du président Kabila. Au Rwanda, le parquet a annoncé ce mercredi à la presse qu'il allait faire appel de l'acquittement de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère. Les deux femmes sont poursuivies notamment pour incitation à l'insurrection. Et puis le Mozambique a nommé 3 hauts responsables de la RENAMO, le plus grand parti d'opposition, à des postes clés de commandement de l'armée. Ces nominations entrent dans le cadre des efforts de consolidation de la paix. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, au moins une personne a été tuée ce mercredi lors de nouvelles violences entre la police et les partisans de l'opposant Martin Fayulu. C'était en marge de la campagne du candidat de l'opposition dans un fief du président Joseph Kabila dans le sud-est du pays. Selon des témoins, les violences qui ont éclaté à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, ont fait entre 1 et 4 morts à 11 jours de l'élection présidentielle. Mardi, 2 militants de l'opposition avaient déjà été tués par balle à Lubumbashi alors qu'ils allaient à l'aéroport accueillir leur candidat Martin Fayulu qui était venu dans le cadre de la campagne électorale. Et parlant toujours des élections en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a affirmé qu'il avait été empêché de tenir mardi, hier donc, une réunion électorale à Lubumbashi. C'était en pleine campagne électorale, à 12 jours des élections prévues le 23 décembre prochain. Des partisans du candidat d'opposition Martin Fayulu ont été dispersés par la police près de l'aéroport de Lubumbashi où ils attendaient leur leader en campagne pour les élections prévues le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Plusieurs centaines de personnes avançant à pied ont reçu des gaz lacrymogènes et des jets d'eau chaude près de la barrière du parking marquant l'entrée dans l'enceinte de l'aéroport. Les incidents ont duré 2 heures. Lubumbashi est aussi le fief du président sortant Joseph Kabila où son dauphin, le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, avait commencé sa campagne le 26 novembre dernier. Martin Fayulu est le candidat de la coalition Lamuka, Réveille-toi en Lingala, soutenu par 2 autres opposants, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, populaire à l'Est, et l'ex-chef de guerre et vice-président Jean-Pierre Bemba, un homme de l'Ouest. Par ailleurs, la commission électorale met en garde les responsables politiques qui attisent la violence. Vendredi dernier, le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait prévenu qu'il n'y aura pas de report. Il ajoute que les premières tendances pourraient tomber pour Noël. La proclamation des résultats provisoires est prévue le 30 décembre. Un total de 21 candidats sont en lice pour cette présidentielle à un tour qui vise à élire le successeur de Joseph Kabila qui ne pouvait se représenter après 2 mandats à la tête du pays. Au Rwanda, le parquet a annoncé ce mercredi à la presse qu'il compte faire appel de la décision qui a acquitté le 6 décembre dernier l'opposante Diane Rwigara et sa mère. Les 2 femmes sont poursuivies notamment pour incitation à l'insurrection. Les détails. L'accusation dans le dossier Diane Rwigara s'est dite insatisfaite du verdict du tribunal. Elle a donc décidé de saisir une fois de plus la justice rwandaise pour interjeter appel dans les prochains jours. Le procureur général rwandais Jean Bosco Mutongana a annoncé ce mercredi à la presse qu'il allait faire appel de l'acquittement le 6 décembre de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. Début décembre, Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame, avait été acquittée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an. Sa mère Adeline et 4 co-accusés avaient également été acquittés et ils sont tous concernés par l'appel du procureur général. En première instance, le tribunal a estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression et garanti par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Pour les juges, l'accusation n'avait pas non plus prouvé que Rwigara avait falsifié des signatures de partisans dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à la présidentielle de 2017. Le rejet de cette candidature avait été critiqué par des gouvernements occidentaux et des groupes de défense des droits de l'homme.
Pour la petite histoire, Diane Rwigara est la fille d'Assina Paul Rwigara, un important entrepreneur rwandais qui avait, dans les années 1990, largement financé le Fonds patriotique rwandais FPR de Paul Kagame avant que celui-ci ne renverse le pouvoir extrémiste Hutu en juillet 1994, mettant ainsi fin au génocide. L'opposante avait pris ses distances avec le FPR après le décès de son père en février 2015 dans un accident de la route selon la police. Elle avait contesté cette version et dénoncé un assassinat. Le président français Emmanuel Macron donne une suite à sa promesse de lever les verrous diplomatiques et administratifs qui empêchaient l'instruction du dossier de l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Pour mémoire, c'est lors de son passage à Ouagadougou en fin novembre 2017 que le président français avait fait cette promesse. Plus de précisions à travers cet élément. Le président français Emmanuel Macron donne une suite à sa promesse en novembre dernier de lever les verrous diplomatiques et administratifs qui empêchaient l'instruction du dossier de l'assassinat de l'ancien chef d'État burkinabé. En effet, environ un an après sa promesse, la justice burkinabé vient de recevoir un premier lot de documents d'archives. Ce lot comprend des dossiers des ministères français concernés, notamment de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui a été transmis au juge burkinabé en charge du dossier. Ces documents d'archives demandés par la justice ont été transmis par voie diplomatique aux autorités burkinabées le 9 novembre dernier. Dans le cabinet du juge d'instruction en charge du dossier Thomas Sankara, le travail de tri et de classification des documents a commencé. Il s'agit de répertorier tous les documents aux pièces reçues, de les classifier et de leur attribuer des numéros afin de rendre facile leur exploitation. Un deuxième lot de documents devrait suivre les semaines à venir. Dans un courrier, le juge d'instruction a déjà invité les avocats des différentes parties à les consulter. L'un des avocats de la famille Sankara salue le respect des engagements pris par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite à Ouagadougou en novembre 2017. Il assure qu'il s'agit d'une avancée significative dans la quête de la vérité sur l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. À moins de 3 mois de la présidentielle au Sénégal, le pays connaît une vie politique animée. La justice sénégalaise examinera le 20 décembre prochain le pourvoi en cassation introduit par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Celui-ci, rappelons-le, avait été condamné à 5 ans de prison pour une affaire de détournement de fonds. La décision de la Cour, dont l'audience a été fixée au 20 décembre, est cruciale pour l'avenir politique de ce dissident socialiste. Si la plus haute juridiction du Sénégal confirme la condamnation prononcée le 30 août par la Cour d'appel de Dakar, la rendant définitive, Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, farouche opposant au président Macky Sall, lui-même candidat à un second mandat, verra ses chances de se présenter à la présidentielle du 24 février réduites à néant. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle a débuté mardi et durera jusqu'au 26 décembre, d'après le Conseil constitutionnel. Khalifa Sall, en détention depuis mars 2017, semble toutefois encore croire en ses chances, puisqu'il a déposé mardi la caution de 30 millions de francs CFA exigée des candidats à la présidentielle. Depuis le début de l'affaire, l'ex-maire de Dakar soutient que les poursuites judiciaires à son encontre sont de nature politique et visent à l'empêcher de se présenter à la présidentielle, ce que démontrent les responsables de la majorité. Élu député en juillet 2017, alors qu'il était en détention provisoire, est considéré comme l'un des rares adversaires à pouvoir menacer dans les urnes le président sénégalais Macky Sall. En bref, le Mozambique a nommé 3 hauts responsables de la RENAMO, le plus grand parti d'opposition, à des postes clés de commandement de l'armée. Les généraux de la RENAMO ont été nommés au poste clé de directeur des opérations, directeur de l'information militaire et directeur des communications. Ces nominations intervenues à la suite d'un accord conclu
au mois de juillet dernier entre le dirigeant par intérim de la Renamo, Momade Ossoufo, et le président Philippe Nyusi constitue un premier pas vers une paix globale. Elles doivent contribuer à promouvoir l'harmonie, la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie et amorcer le processus de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants de la Renamo dans l'armée régulière. Le gouvernement gambien a salué la décision des États-Unis d'interdire l'entrée sur le territoire de l'ancien président de Gambie, Yahya Jammeh. Ce dernier est accusé de corruption au cours de ses 22 ans de pouvoir. Sans partage, les détails. Le gouvernement gambien a salué ce mardi la décision des États-Unis d'interdire d'entrer sur leur territoire l'ancien président de Gambie, Yahya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 ans de pouvoir sans partage. Son épouse Zineb Yahya Jammeh et ses enfants Mariam Jammeh et Muhammad Yahya Jammeh sont également visés par cette interdiction. Tous ont été placés sur la liste noire américaine des dirigeants étrangers impliqués dans des faits de corruption à large échelle ou dans de graves violations des droits de l'homme. Tout en remerciant Washington pour sa solidarité avec la transition vers la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, le ministère de la Justice a indiqué dans un communiqué que la décision américaine est en phase avec l'engagement du gouvernement gambien de combattre la corruption et de garantir l'établissement des responsabilités pour les violations des droits de l'homme. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé les passagers d'un bus près de la ville pétrolière de Port Harcourt, dans le sud-est du Nigeria. L'information a été confirmée ce mercredi par la police et des témoins. L'incident s'est produit mardi matin sur une route de l'État de Rivers, selon un témoin qui a assisté à la scène. Ce dernier dit avoir pris la fuite pour se mettre à l'abri lorsque les bandits ont attaqué. Selon un autre témoin, les assaillants étaient habillés d'uniformes de police et avaient barricadé la route. Il faut dire que la police de l'État de Rivers a confirmé qu'une enquête était en cours, mais n'a pas précisé le nombre de personnes enlevées. En Égypte, 6 organisations non gouvernementales ont réclamé ce mercredi une réponse de l'ONU sur des représailles. Celle-ci aurait été menée dans le pays sur des personnes rencontrées par une experte onusienne lors de sa récente visite. Les détails. Plusieurs organisations non gouvernementales égyptiennes dénoncent des représailles après une visite des Nations Unies en Égypte. Elles sont en tout 6 ONG à réclamer une réponse de l'ONU sur des représailles qui auraient été menées dans le pays sur des personnes rencontrées par une experte onusienne lors de sa récente visite. Après sa visite en Égypte du 24 septembre au 3 octobre, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement convenable, Leilani Farah, s'est déclarée choquée par le traitement accordé à ses interlocuteurs. Selon elle, ces personnes ont été victimes d'arrestations arbitraires, d'expulsions d'appartements ou encore de démolition de logements. Face à ces déclarations, les 6 organisations, dont Human Rights Watch et Amnesty International, demandent à l'ONU d'assurer une réponse urgente et solide. Les ONG réclament notamment une enquête indépendante de l'ONU sur les allégations de représailles commises dans le contexte de la visite de Leilani Farah. Elle dénonce également la situation terrible de la société civile en Égypte ainsi qu'une habitude systématique des autorités égyptiennes qui consiste à attaquer toute personne fournissant des informations à l'ONU sur les violations des droits de l'homme. Selon les ONG, une absence de réponse ne fera qu'encourager des violations similaires à l'avenir et risquerait de saper l'accès et la crédibilité des experts de l'ONU et de l'ensemble du système des droits de l'homme. Depuis 2013 et la destitution par l'armée du président issu des frères musulmans Mohamed Morsi, le président Abdel Fattah al-Sisi mène une répression féroce contre toute opposition à son régime, islamiste ou laïque. Fin de société, merci de l'avoir suivi.